Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage! Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation, ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Waouh, quelle introduction! Bonjour et bienvenue sur Rage Culture, podcast qui, comme son nom l'indique, est le podcast de Rage Culture. Et donc aujourd'hui, pour ce second épisode, nous allons explorer la tension au sein de l'absurde cosmique à travers la vision d'un auteur qui est une des références chez bon nombre de collaborateurs de Rage Culture. Il s'agit du génial Howard Philip Lovecraft. Et c'est ce que vous venez d'entendre notamment à travers d'une de ses citations. C'est une des citations les plus célèbres de Lovecraft. Elle se trouve dans l'Appel de Cthulhu, lui-même un des textes les plus célèbres de Lovecraft. C'est une citation que j'aime beaucoup car ce n'est pas seulement un produit purement littéraire, c'est une véritable thèse qui nous dit la chose suivante, c'est que le réel est trop vaste pour notre esprit humain. Et le jour où on collera suffisamment les morceaux, la science, l'histoire, la psychologie, la philosophie, la cosmologie aidant, eh ben, on ne gagnera pas la vérité, mais un insondable effroi. Parce que chez Lovecraft, l'absurde est un peu particulier, il est différent de celui des existentialistes français qui, eux, voient un monde plein de vide et d'absence de sens. Au contraire, chez Lovecraft, l'absurde est un sentiment qui fait face à un trop-plein écrasant du monde. L'univers est plein, ordonné, structuré, ancien, fondamentalement indifférent à l'humanité, et ce qui est quelque part pire que le vide ou le chaos. Alors, qu'est-ce que cette vision a à nous apporter 100 ans après sa formulation, à notre époque, prise dans des superstructures où le rôle de l'homme est de plus en plus relativisé par des identités quasi Lovecraftiennes, que ce soit les États, la bombe atomique, la bureaucratie, l'IA. Comment vivre dans l'époque que nous vivons, dans une époque avec une telle précarité pour l'individu? Lovecraft n'est pas juste un auteur d'horreur, c'est un auteur qui pose une question politique et métaphysique relativement simple en vérité. Qu'est-ce qu'une civilisation fait quand elle comprend qu'elle n'a aucun privilège dans l'univers? Et c'est ça qui nous concerne plus que jamais. Nous passerons également par Nietzsche puis Spengler pour compléter notre sujet. Puisque je ne suis pas seul, je suis accompagné de la Dream Team comme d'habitude. Alors, je les fais monter les uns après les autres. Salut Anto, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien et toi? Écoute, ça va. Très content de faire cette émission avec vous aujourd'hui sur Lovecraft que j'aime beaucoup. Salut Jean, comment ça va? Ça va super, merci. Moi aussi, ravi d'être là pour une nouvelle émission. Plaisir partagé. And the last but not the least, Nîmes, comment ça va? Salut, ça va? Très content d'être là aussi. Et donc, tu nous as appelé la Dream Team. Dans les commentaires du podcast d'avant, on nous a appelé les Avengers pour les autistes de droite. Ouais, j'ai vu le commentaire, magnifique. Les deux me vont. Ouais. Merci du compliment. Ça fait plaisir. Et donc, comme je vous le disais, c'est la seconde émission. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. C'est important
pour la réussite de cette émission. Et aussi, n'hésitez pas à tiper pour Rage Culture, parce que c'est un peu ça aussi le but, quelque part. Nîmes, est-ce que tu veux rappeler les incroyables avantages que vous obtenez en tipant pour Rage Culture? Oui, alors d'autant plus ce mois-ci, parce que c'est la fin de l'année, et comme l'année dernière, je ne sais pas si je le ferai tous les ans, mais au moins, comme l'année dernière, cette année, j'ai fait une offre spéciale où on peut avoir tous les e-books pour 60 euros. Donc quand je dis tous les e-books, c'est tous ceux qui sont sortis depuis 2 ans et demi, y compris ceux qui ne sont pas disponibles d'habitude sur le Tipeee, parce qu'il y en a plusieurs qui sont seulement donnés aux mécènes. Donc entre autres, il y a Patriarcat de Robert Filmer, des livres de Thomas Carlyle qui n'ont jamais été traduits, qui sont des inédits. Donc c'est des e-books qui sont quand même assez qualitatifs, quoi, qu'on ne trouve pas sur le marché, qu'on ne trouve même pas sur notre Tipeee. Donc c'est une occasion que j'offre à la fin de l'année de pouvoir acquérir tous ces e-books. Donc c'est l'occasion rêvée pour, si vous voulez, donner un tip. Donc pour 60 euros, vous avez une trentaine d'e-books, ça fait 2 euros l'e-book, et je pense que ça l'est beau. C'est l'offre super Tipeee, plus que d'habitude. Sinon, les gars, vous allez Anto, Jean, vous avez des news, des actualités, vous, de votre côté, peut-être, à partager? Moi, pas grand-chose, non. Anto, une vidéo, peut-être, bientôt, pour Noël? Le script est en cours. J'ai surnommé le script, pour l'instant, je ne sais pas si ça va changer, le cerveau de la droite. Ah, c'est sur Pity? Piti. Je ne sais pas ce que tu sous-entends par Piti. Bah, Peter Thiel? Non, c'est pas sur Peter Thiel. Ah, d'accord, ok. Ok, très bien. Bah, moi, de mon côté, je n'ai pas vraiment de news à vous partager. Juste, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël aux auditeurs, parce que normalement, quand vous allez écouter cette vidéo, ça sera soit la veille, soit quelques jours après Noël, donc on sera pile dans la fenêtre. Voilà. C'est parfait pour se mettre dans l'ambiance de Noël, ouais. C'est clair. C'est clair. Et bien donc, c'est parti. Je laisse Nîmes ouvrir le feu, parce que après tout, c'est lui qui a eu l'idée de cette émission. Donc, vas-y. Oui, donc cette émission, pour donner un peu de contexte, en fait, on voulait traiter du sens contre l'absurde. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à compiler du contenu pour l'émission, j'ai vu que ça ferait plus d'une émission. Je pense que même celle-là déjà sera assez longue, mais je pense qu'on pourrait en faire 3, 4, peut-être même 5 émissions. Et on ne va pas faire 3, 4 ou 5 émissions sur un seul sujet. Donc je pense que tous les développements que je ne pourrais pas faire dans cette émission, on les fera ensemble avec Lino. Et là, on va se concentrer sur une toute petite partie. Donc ce qu'on va faire, c'est que peut-être que vous connaissez Lovecraft de par ses fictions, mais en réalité, la correspondance de Lovecraft est tout aussi intéressante. Et il y a une lettre en particulier dans la correspondance de Lovecraft qui est sa lettre sur Nietzsche. C'est pour ça que Lino disait qu'on allait aborder Nietzsche et Spengler, mais plus particulièrement Nietzsche, parce que Lovecraft est influencé par Nietzsche, Spengler aussi, mais Lovecraft est lui-même influencé par Nietzsche, et il a écrit un texte qui est assez court, qui s'appelle Lettre sur Nietzsche, et qui est extrêmement deep. Il aborde énormément de sujets, pas beaucoup de caractères, et il y a beaucoup à dire à partir de cette lettre. Donc on va se concentrer sur une partie, mais d'abord je pense qu'on va lire la lettre, peut-être pas toute la lettre en entier, mais quelques parties qui vont être clés dans la lettre. Allez, c'est parti. Nietzschéisme et réalisme par Howard Philip Lovecraft. Extrait numéro 1. Aucune gouvernance saine et permanente n'est possible, et ne le sera jamais, avec cette misérable vermine rampante qu'est l'espèce humaine. Extrait numéro 2. En un mot, l'organisation sociale de l'humanité évolue dans un équilibre à la précarité perpétuelle et incurable. Les simples notions de perfection, de justice et de progrès sont des illusions, fondées sur des espoirs vains et des analogies éculées. Extrait numéro 3. Il faut garder en tête qu'il n'existe aucune raison réelle d'attendre quoi que ce soit de l'humanité. Le bien et le mal ne sont que des expédients conjoncturels, parfois abolis, en aucun cas des vérités ou des lois cosmiques. Nous qualifions des choses de bonnes parce qu'elles promeuvent les piteuses qualités humaines que nous jugeons appréciables,
alors qu'il est tout aussi sensé de présupposer que l'humanité entière n'est qu'une vermine nuisible, qui devrait être éradiquée comme des rats ou des moucherons, pour le bien de la planète et de l'univers. La tragédie aveugle que joue la nature mécaniste ne connaît aucune valeur absolue. Rien n'est bien ou mal s'il n'est jugé à l'aune d'une perspective ridiculement limitée. La seule réalité cosmique est le destin, implacable et machinal, l'inéductable, automatique, amoral et sans calcul. Extrait numéro 4. Il est bon d'être cynique. Il est plus agréable d'être un chat satisfait. Et mieux vaut ne pas exister du tout. Extrait numéro 5. Le suicide universel est l'idée la plus logique au monde. Nous ne la rejetons qu'à cause de notre lâcheté primitive et de notre peur puérile du noir. Si nous étions des êtres sensés, nous rechercherions la mort, cette même obscurité bienheureuse que nous avons connue avant d'exister. Peu importe ce qui advient de la race, dans le cosmos, l'existence ou la non-existence de la Terre et de ses misérables occupants est d'une insignifiance absolue. Ouais, donc ambiance très joyeuse dans cette lettre, mais vraiment intéressante. C'est là où, comme tu dis, Nîmes, on voit que c'est un esprit supérieur. Hein. C'est pas juste un basique auteur d'horreur. Il a aussi tout un appareillage philosophique et une vraie vision du monde assez singulière, surtout pour son époque. Moi, ce qui attire l'attention dans cette lettre, c'est que ça peut être surprenant pour certaines personnes, parce que quand on parle de Nietzsche, on a l'impression que c'est une célébration de la vie. Certains même vont y voir quelque chose d'extrêmement coloré quand ils parlent de Nietzsche. Alors que là, c'est extrêmement sombre, la lettre dont il parle. On pourrait même se demander pourquoi il relie ça à Nietzsche, quoi. Donc, c'est ce qu'on va expliquer dans cette émission. Mais si on voulait donner un petit résumé des quelques points que Lovecraft aborde dans cette lettre, en gros, il nous dit la première chose, c'est que l'univers a ses propres lois et elle se moque des considérations humaines. Il avancera de la même façon avec ou sans les humains. Donc rien n'est permanent et il est impossible pour nous de trouver un sens qui serait universel et éternel auquel se raccrocher. Tout idéal n'est simplement qu'une illusion. Deuxièmement, les humains ne pourront pas accepter ce manque de sens et ils vont tenter d'en produire, mais chaque tentative sera une simple illusion. Qu'il nous faudrait, c'est accepter ce manque de sens et produire un pur aristocratisme froid. Enfin, il nous donne une phrase qui rappelle le vieux Silène, que dans la mythologie grecque, il y a ce moment où Midas poursuit Silène et lui demande quel est le sens de la vie, quelle est la vérité ultime de la vie, et il lui répond tu veux vraiment que je te la dise, la vérité, c'est que tu ferais mieux de ne pas être né, et maintenant que tu es né, le mieux que tu puisses espérer, c'est de mourir le plus vite possible. Et c'est un peu ça que nous dit Lovecraft ici. Il dit il vaudrait tout aussi bien n'être jamais né, et si on n'était pas aussi lâche, on se suiciderait. Et, pourquoi il dit ça? Parce que lui, dans sa conception du monde, la seule réalité cosmique, c'est le destin, implacable et machinal en réalité. On ne peut pas vraiment l'influencer. Donc, ce qu'il nous décrit ici, c'est un monde qui est absurde, mais pas n'importe quel type d'absurde. Tu l'as un peu évoqué dans l'introduction, Lino, parce qu'il y a d'autres types d'absurdes que celui de Lovecraft. On peut parler des existentialistes, Camus ou Sartre, qui, dans leur vision, le monde est vide et on peut le remplir. C'est-à-dire que l'homme peut créer du sens et remplir le monde. Ça, c'est surtout chez Sartre, on va dire, quoi. Chez Camus, l'absurde va naître de la collision entre la soif du sens et le monde qui est muet. Le monde, lui, ne répond pas. L'homme veut du sens et il va pouvoir le créer. En gros, c'est presque une chance que le monde soit vide parce que l'être humain va pouvoir le remplir en créant du sens. Et chez Sartre, on retrouve cet aspect positif en disant le monde est vide, l'homme est une page blanche à la naissance et il va pouvoir se créer à partir de cela. Alors, je voulais évacuer cette question au départ parce que je pense que ce n'est pas les points les plus féconds. Je pense que c'est des voies de garage. Et donc, je vais juste expliciter en quoi ça se différencie de Lovecraft.
Parce que l'absurde chez Lovecraft est vraiment différent. Pour lui, le monde n'est pas vide, justement. Le monde est plein, il est même trop plein. L'homme est écrasé. Et c'est presque une illusion pour lui d'avoir encore un espace de liberté. Dans le premier passage qu'on a écouté de l'appel de Cthulhu, il dit quand on va rassembler toutes les connaissances scientifiques, on va découvrir quelque chose de monstrueux, quoi. Et on préférerait que l'univers soit vide, presque. Et juste, si je me permets de préciser, l'absurde, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'absurde, c'est pas une propriété fondamentale de l'univers. L'absurde est un sentiment humain. C'est quelque chose que l'on a en nous et c'est produit par notre confrontation avec la réalité. C'est l'absence de sens absolu, réel ou accessible. Et c'est là un petit peu la différence avec Lovecraft et les autres. Et donc, c'est ce décalage qui fait souffrir l'esprit humain parce que l'esprit humain, lui, il réclame de la cohérence, de la finalité, de l'ordre. On est câblé pour ça. Et ce que le réel nous donne, c'est un silence absolu ou un monde trop grand, trop immense, trop incompréhensible, insaisissable. Oui, c'est ça. Ouais. En gros, on pourrait dire que Lovecraft est clairement pas humaniste, il est anti-humaniste, on pourrait dire. Ah, moi non, ça c'est sûr. Ce qui ne veut pas dire anti-humain, Oui. mais il n'a pas d'illusion sur l'humanisme, alors que les autres, Sartre et Camus, sont encore des humanistes. Après, l'humanisme aussi, c'est le rapport que tu donnes, l'importance que tu donnes à l'humanité. Et Camus et Sartre, ils sont humanistes notamment parce qu'ils mettent l'humain au centre du monde. C'est la chose la plus importante, c'est la mesure de toute chose. Tandis que Lovecraft, je dirais, c'est quasiment anti-humaniste dans le sens où l'humain est pratiquement rien. C'est quantité négligeable dans l'univers. Donc, c'est ça, mais c'est pas une volonté d'être anti-humaniste. Pour lui, c'est du simple réalisme. C'est que les choses sont ainsi, et si on se berce pas d'illusions, on est obligé de voir les choses telles qu'elles sont. C'est simplement du réalisme pour lui. J'ai une question. Il y a quelque chose que j'ai pas tout à fait saisi dans cette lettre. En fait, bon, il explique bien qu'il y a ce tourbillon enfin, que ce monde est plein et qu'on est en fait l'humanité pris dans un tourbillon. Moi, ce que je comprends pas, c'est le lien de cause à effet qui amène à la nécessité d'une aristocratie froide. Si rien n'a de sens, pourquoi, ou plutôt si c'est un sens qui est insaisissable parce que cognitivement, en fait, on est rien, quoi, on est des bactéries. Pourquoi un système plutôt qu'un autre, en fait? C'est une bonne question et c'est une contradiction qu'il y a dans sa lettre. Hein. C'est pour ça qu'il dit que si on n'était pas aussi lâche, on se suiciderait, quoi. Donc en gros, tu peux voir cette aristocratie comme un palliatif au suicide. On est trop lâche pour se suicider, donc autant faire une aristocratie, quoi, autant vivre. Ok. Et l'aristocratie, elle a pour but, alors je ne sais plus où je l'ai lu à travers tous les documents, mais elle a pour but notamment de produire du beau, et c'est des choses qui sont censées, justement, un palliatif à l'envie de suicide de l'humanité. Donc en gros, on est de la merde, mais autant être un peu moins de la merde. Autant faire les choses bien. Ça, Ok, ouais. ok. Oui, donc il y a du sens. Alors, c'est là que la question est intéressante, en fait. C'est que ce qu'il dit, c'est que tu vas toujours avoir une illusion de sens, quoi. Et c'est là où on pourra revenir sur Nietzsche après. On pourra comprendre ça dans le contexte de Nietzsche. Mais ce qu'il veut dire, c'est que tout le sens que tu peux créer, au final, ce sera qu'une illusion, quoi. Même si tu as l'impression que ça a du sens maintenant, c'est juste une stabilisation du devenir qui est illusoire, quoi. Donc, tu peux le voir si tu prends tout le sens qui a été créé au cours de l'histoire, il a toujours été détruit au fur et à mesure, quoi. Moi, tout ça là, ça m'a fait penser pour redescendre un petit peu et aller dans un exemple un peu plus concret. Ça m'a fait penser à une série que j'ai vue récemment
The Terror qui narre l'expédition Franklin de 1845. En fait, c'est une expédition où la marine britannique envoie deux vaisseaux, deux fleurons pour aller cartographier l'Arctique. Donc, ils ont les dernières technologies, ils ont des machines à vapeur, ils ont un chauffage central pour survivre au froid arctique. Et ils ont même 3 ans de conserve comme ça, au cas où ils seraient bloqués dans les glaces. Bon, bah, ils peuvent attendre l'été. Et finalement, en fait, bah, l'histoire, c'est que les glaces se referment sur eux. Un peu avec cette par complète indifférence. Il n'y a pas de sens ni de volonté de l'univers de les tuer. C'est uniquement les lois de l'univers, les lois de la thermodynamique qui font que bah, ils peuvent pas s'en sortir. Et le pire dans tout ça, c'est que bah, les mecs au début, ils ont pas trop peur parce qu'ils se disent on a 3 ans de conserve, donc ça va, on a le temps de voir. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est que au début, c'est que dans les conserves, elles sont faites avec du plomb. Et donc, en fait, les mecs, petit à petit, bah, ils s'empoisonnaient. Et donc, ils ont fini par délirer. On a retrouvé des traces de coupures sur les os. Donc, ça veut dire qu'ils ont pratiqué le cannibalisme. Alors, on ne sait pas s'ils se sont entretués pour se bouffer ou s'ils ont juste bouffé ceux qui mouraient de froid. Et finalement, on va retrouver tout un groupe qui s'est barré des navires pour marcher au sud dans une dernière tentative désespérée d'aller chercher la chaleur. Et finalement, ils seront tous morts. Et donc, c'est un peu ça, le réalisme Lovecraftien, c'est que il n'y a pas d'intention nécessaire de l'univers de vous tuer. Il n'a même pas besoin de vous attaquer. Il suffit juste d'attendre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans la série, ils ont rajouté, pour avoir un peu plus de suspense et d'action, parce que juste des mecs qui crèvent de froid, c'est peut-être pas super pour une série. Ils ont rajouté un ours polaire, en fait, qui attaque les gars et qui les tue les uns après les autres. Et l'ours polaire, bon, c'est une espèce de créature mythique qui est increvable. Les mecs, ils leur tirent le truc, il peut prendre des balles et tout, et il meurt jamais. Et alors, je sais pas si ça rapproche ou pas de Lovecraft, l'histoire originelle, mais voilà, ça m'y a fait penser. Et je tiens à préciser qu'il y a un article sur Rage Culture sur cette série. Ah bon? Ah ouais, c'est un des excellent. premiers articles qui est sorti en 2019. Ouais. Ah, je pensais qu'elle était plus récente que ça, la série, d'accord. D'accord, J'aime beaucoup d'accord. parce qu'il y a toujours eu la blague il y a un article de Rage Culture là-dessus. Donc Ouais. Il commence à en avoir beaucoup des articles maintenant. On est à combien? 200, juste- 400? En fait, je l'ai Faut écrit juste qu'on lise le site. pendant que j'en parlais. Je l'ai posté. n'importe quoi. Mais pour revenir à ce que tu dis, Jean, ouais, moi je trouve que c'est quand même, bien sûr que c'est lié à Lovecraft. Comme tu disais, Lovecraft, quand tu lis son œuvre, oui, en fait, c'est ça qui est fort chez lui, c'est que sa vision du monde, celle qu'on a partagée précédemment, elle est parfaitement en adéquation et parfaitement retranscrite dans son œuvre. Toute son œuvre, c'est des choses incompréhensibles qui se passent, et des dieux enfuis, c'est des forces incommensurables qui se réveillent, qui écrasent l'humanité à un point indicible où les gens deviennent fous. Bah ça rejoint quand même vachement cela. Et ça me fait aussi penser, toute cette période, il y avait le romantisme aussi qui existait et qui était, je pense, qui a dû nourrir quand même pas mal Lovecraft, notamment le romantisme noir. Parce que le romantisme, c'est la petitesse de l'homme face à l'immensité de la nature et de l'univers. Donc, tout ça, c'est la même époque, c'est le bain culturel dans lequel a grandi notamment Lovecraft. C'était le zeitgeist, c'était le zeitgeist de l'époque, quoi, aussi. On y viendra au mot Zeitgeist d'ailleurs. Et je pense que tu as raison de dire ça parce que justement, on parlait de Spengler, qui est aussi influencé par Nietzsche et il a 1 an d'écart, je crois, avec Lovecraft. Et il a des textes où on voit cette même influence et on pourrait presque croire que c'est du Lovecraft quand on le lit. On a un audio, je crois, aussi sur
pour Spengler, Ouais. sur l'homme et la technique. Allez, c'est parti pour l'audio. Puis après, comme ça permettra de faire la transition. En gros, ce que je vais mettre en avant, c'est que ce que dit Lovecraft ici, ça vient pas de nulle part, et ça vient de Nietzsche, et je vais te montrer comment un autre Nietzschéen a sensiblement le même point de vue, et après, on verra à Nietzsche pour expliciter pourquoi ils aboutissent à ces mêmes conclusions. Ok, c'est parti pour l'audio. L'homme et la technique, par Spengler. L'homme fut et reste trop superficiel et trop lâche pour supporter le fait de la mortalité de tout ce qui vit. Il l'enveloppe dans l'optimisme rose du progrès, que personne ne croit réellement. Il le masque avec de la littérature, il se glisse derrière l'abri des idéaux pour ne rien voir. Mais l'impermanence, la naissance et le paysage est la forme de tout ce qui est réel. Des étoiles dont le destin nous est incalculable, jusqu'aux brèves injonctions sur cette planète. La vie de l'individu, animal, plante ou homme, est aussi périssable que celle des peuples et des cultures. Toute création succombe à la décomposition, toute pensée, toute découverte, tout acte à l'oubli. Partout autour de nous, nous sentons les traces de cours historiques perdus qui se sont terminés dans quelques grandes catastrophes. Partout autour de nous gisent sous nos yeux les ruines des œuvres passées de cultures mortes. L'hybris de Prométhée qui a porté la main vers le ciel pour précipiter les puissances divines vers les hommes entraîne sa propre chute. Que signifie donc notre bavardage sur les conquêtes éternelles de l'humanité ? L'histoire universelle apparaît très différente de ce que notre propre époque se permet encore de rêver. L'histoire de l'homme est brève en comparaison à celle des mondes végétal et animal sur cette planète, sans parler des durées des royaumes célestes. C'est une montée abrupte et une chute couvrant quelques millénaires. Période négligeable dans l'histoire de la Terre, mais, pour nous qui y sommes nés, pleine de grandeur tragique et de force. Et nous, hommes du XXe siècle, descendons la pente en étant pleinement conscients. Notre regard sur l'histoire, notre faculté d'écrire l'histoire, est un signe révélateur que notre chemin est descendant. Ce n'est qu'au sommet des hautes cultures, au moment précis où elles passent dans les civilisations, que ce don de la connaissance pénétrante leur est accordé pour un instant. En soi, le destin de cette petite planète qui poursuit sa course quelque part dans l'espace infini pendant un bref laps de temps au milieu des essaims des étoiles éternelles n'a aucune importance. Encore moins importante est ce qui s'agite pendant quelques instants à sa surface. Mais chacun de nous, en soi sans importance, est pour un moment indiciblement bref, une vie. Et donc pour nous, ce monde en petit, cette histoire universelle, a la plus haute importance. Et de plus, le destin de chacun de ces individus consiste en ceci. Par la naissance, il n'est pas seulement introduit dans cette histoire universelle, mais introduit en elle dans un siècle déterminé, un pays déterminé, un peuple déterminé, une religion déterminée, une classe déterminée. Il n'est pas en notre pouvoir de choisir si nous voudrions être fils d'un paysan égyptien de 3000 ans avant Jésus-Christ, d'un roi perse ou d'un vagabond d'aujourd'hui. Ce destin est quelque chose à quoi nous devons nous adapter. Il nous condamne à certaines situations, certaines vues et certaines actions. Il n'y a pas d'homme en soi comme en bavardent les philosophes, mais seulement des hommes d'un temps, d'un lieu, d'une race, d'un type personnel qui luttent contre un monde donné et triomphent ou échouent, tandis que l'univers autour d'eux poursuit lentement sa route avec une indifférence divine. Cette lutte est à la vie, et la vie est au sens vrai, nietzschéen, d'une lutte cruelle, impitoyable, implacable, issue de la volonté de puissance. Ouais, donc joyeux Noël, hein, encore une fois. Ouais, t'as raison, Nimo. La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mon Dieu, ça sonne incroyablement Lovecraftien. C'est vraiment troublant. Entièrement, oui. Il dit sensiblement la même chose. Donc, sur ce point en particulier qu'on a mis en avant sur l'univers qui serait vide de sens, il nous dit que l'univers a ses propres lois, qu'elle se moque de nos considérations et qu'il avancera de la même façon, quoi qu'il arrive, avec ou sans les humains, que rien n'est permanent, qu'on ne peut pas trouver de sens universel éternel et que tout idéal qu'on pourrait poser est une illusion. Cependant, lui, quand même, il est un peu plus optimiste que Lovecraft. Il nous dit que, toutefois, pour nous, ce qui a du sens, s'il n'y a pas de sens à l'échelle cosmique, peut en avoir à notre échelle. Donc, c'est là où il faut le créer.
Et c'est là où on pourrait retomber sur l'idée de l'aristocratie de Lovecraft. Et c'est une vision assez allemande qui livre quand il dit ça, de dire ce qui est important, c'est ce qu'on va créer à notre échelle, ce qui a du sens pour nous, ce qui va avoir du sens dans notre époque, pour notre culture, dans nos pratiques culturelles. Et au final, c'est pas si grave que l'univers ne réponde pas. Alors, pourquoi Spengler et Lovecraft tombent sensiblement d'accord sur ce point de vue et qu'ils sont tous les deux nietzschéens, qu'ils se réfèrent tous les deux à Nietzsche. Spengler, dans ce texte, se réfère directement à Nietzsche, lui aussi. Il se trouve qu'il y a un texte de Nietzsche qui est assez court et qui reprend plus ou moins ses idées. C'est comme s'ils s'étaient fortement inspirés de ce texte, qu'ils avaient presque copié Nietzsche directement à partir de son texte, qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral ». Alors, j'en profite pour faire un petit peu de pub là aussi, puisque le texte de Spengler et le texte de Nietzsche, « Vérité et mensonge au sens extramoral », font partie de nos e-books. Ensuite, Spengler est dans le dernier e-book que j'ai sorti sur la technique, qui s'appelle Technoréalisme. Et il y a aussi ce texte de Nietzsche. Et Nietzsche a aussi un e-book dédié à ce texte, qui s'appelle Vérité et mensonge au sens extramoral. Parce que c'est un texte qui est extrêmement court. Il est court parce qu'en fait, il ne l'a jamais fini. C'est un texte qui n'était pas publié. Mais il est extrêmement dense, quoi. Alors, je ne sais pas si on veut l'écouter aussi maintenant, après on pourra en discuter, on verra les parallèles qu'il y a entre ces textes. Juste avant d'écouter l'insert audio du texte, tu le dis toi-même, ce texte n'a jamais été publié. Que sait-on du fait qu'ils y aient eu accès, Spengler et Lovecraft, à ce texte de Nietzsche? C'est une bonne question en fait, il a été publié de leur vivant, hein. Mais je ne sais pas s'ils y ont eu accès directement. Ça ne peut pas te confirmer qu'ils y ont eu accès, quoi. Je n'ai pas vu de référence directement à ce texte. C'est un texte qui a été publié après la mort de Nietzsche. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne l'a pas publié de son vivant, c'est tout, quoi. Bien sûr. Après même... Bon, vas-y, on va lire le texte. Vérité et mensonge au sens extramoral de Nietzsche. Il était une fois, dans un recoin éloigné de cet univers dispersé en d'innombrables systèmes solaires scintillants, une étoile sur laquelle des bêtes intelligentes inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus arrogante et la plus mensongère de l'histoire du monde, mais, néanmoins, ce ne fut qu'une minute. Après que la nature eut pris quelques respirations, l'étoile se refroidit et se figea, et les bêtes intelligentes durent mourir. On pourrait inventer une telle fable, et pourtant, on n'aurait toujours pas illustré de manière adéquate combien misérable, combien éphémère et transitoire, combien sans but et arbitraire paraît l'intellect humain au sein de la nature. Il y eut des éternités pendant lesquelles il n'existait pas, et quand tout sera fini avec l'intellect humain, rien ne se sera passé. Car cet intellect n'a pas de mission supplémentaire qui le mènerait au-delà de la survie humaine. Seul à travers l'oubli, l'homme peut parvenir à croire qu'il détient une vérité d'un tel calibre. S'il ne trouve pas son consentement dans la vérité réduite à une tautologie, c'est-à-dire s'il ne se satisfait pas de simples coquilles vides, il substituera invariablement les vérités par des illusions. Après tout, qu'est-ce qu'un mot ? C'est la copie sonore d'une stimulation nerveuse. Mais l'inférence ultérieure de la stimulation nerveuse à une cause extérieure à nous est déjà le résultat d'une application fausse et injustifiable du principe de raison suffisante. Si la vérité seule avait été le facteur décisif dans la genèse du langage, et si le point de vue de la certitude avait été décisif dans les désignations, alors comment pourrions-nous encore oser dire « la pierre est dure », comme si dur était quelque chose par ailleurs familier pour nous, et non simplement une stimulation totalement subjective. Tout le matériel utilisé par l'homme de vérité, qu'il soit scientifique ou philosophe, pour leurs travaux et constructions ultérieures, s'il n'est pas tiré du néant, n'est certainement pas extrait de l'essence même des choses. Qu'est-ce alors la vérité ? Une armée mobile de métaphores, métonymie et anthropomorphisme ? En bref, une somme de relations humaines qui ont été intensifiées, transférées et embellies poétiquement et rhétoriquement, et qui,
après un long usage, semble à un peuple être fixe, canonique et contraignante. Les vérités sont des illusions dont nous avons oublié qu'elles sont des illusions. Ce sont des métaphores qui sont devenues usées et qui ont été vidées de force sensuelle, des pièces de monnaie qui ont perdu leur estampage et qui sont maintenant considérées comme métal et non plus comme pièces de monnaie. Tout comme les Romains et les Estrucs découpaient le ciel avec des lignes mathématiques rigides et enfermaient un dieu dans chacun des espaces ainsi délimités, comme un templum, ainsi chaque peuple a un ciel conceptuel également divisé mathématiquement au-dessus de lui-même et pense désormais que la vérité exige que chaque dieu conceptuel soit cherché seulement dans sa propre sphère. En tant que génie de la construction, l'homme se hisse bien au-dessus de l'abeille de la manière suivante. Tandis que l'abeille construit avec de la cire qu'elle recueille de la nature, l'homme construit avec le matériel conceptuel bien plus délicat qu'il doit d'abord fabriquer de lui-même. À cet égard, il est grandement à admirer, mais pas en raison de son désir de vérité ou de connaissance pure des choses. Semblable à la manière dont les astrologues considéraient les étoiles au service de l'homme et liées à son bonheur et à sa tristesse, un tel investigateur considère l'univers entier en lien avec l'homme, l'univers entier comme écho infiniment fracturé de son original, l'homme. Sa méthode consiste à traiter l'homme comme mesure de toute chose, mais en faisant cela, il procède à nouveau de l'erreur de croire qu'il a ces choses à mesurer. qu'il a ces choses qu'il a l'intention de mesurer immédiatement devant lui comme de simples objets. Il oublie que les métaphores perceptuelles originales sont des métaphores et les prend pour les choses elles-mêmes. C'est même une chose difficile pour lui d'admettre à lui-même que l'insecte ou l'oiseau perçoit un monde entièrement différent de celui que l'homme perçoit. Et la question de savoir laquelle de ses perceptions du monde est la plus correcte est tout à fait dénuée de sens, car cela aurait dû être décidé préalablement selon le critère de la perception correcte, ce qui signifie selon un critère qui n'est pas disponible. Mais en tout cas, il me semble que la perception correcte, qui signifierait l'expression adéquate d'un objet dans le sujet, est une impossibilité contradictoire, car entre deux sphères absolument différentes, comme entre le sujet et l'objet, il n'y a pas de causalité, pas de correction et pas d'expression. Il y a au plus une relation esthétique, je veux dire, un transfert suggestif, une traduction bégayante comme une langue complètement étrangère pour laquelle il est requis, en tout cas, une sphère intermédiaire librement inventive et une force médiatrice. Après tout, qu'est-ce qu'une loi de la nature en soi pour nous ? Nous ne la connaissons pas en elle-même, mais seulement par ses effets, ce qui signifie dans sa relation à d'autres lois de la nature, qui, à leur tour, ne nous sont connues que comme des sommes de relations. Par conséquent, toutes ces relations renvoient toujours à d'autres et sont totalement incompréhensibles pour nous dans leur essence. Tout ce que nous savons réellement sur ces lois de la nature est ce que nous leur apportons, le temps et l'espace, et donc les relations de succession et de nombre. Mais tout ce qui est merveilleux à propos des lois de la nature, tout ce qui nous étonne vraiment et semble exiger une explication, tout ce qui pourrait nous amener à douter de l'idéalisme, tout cela est complètement et uniquement contenu dans la rigueur mathématique et l'inviolabilité de nos représentations du temps et de l'espace. Ces représentations, nous les créons en nous et par nous-mêmes avec la même inéluctabilité que l'araignée tissant sa toile. Le désir de formation de métaphores est le désir fondamental de l'homme, auquel on ne peut renoncer ne serait-ce qu'un instant dans la pensée, car on renoncerait ainsi à l'homme lui-même. Ce désir n'est pas véritablement vaincu, et à peine maîtrisé par le fait qu'un nouveau monde régulier et rigide est construit comme sa prison à partir de ses propres produits éphémères, les concepts. Moi, j'aime beaucoup la toute première partie du texte, l'espèce de fable sur les créatures qui meurent. Et je me dis que Nietzsche, il était de la team « il n'y aura rien, il n'y a jamais rien eu », quoi. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a de ça, oui. Ouais, moi, ce qui me fait marrer, c'est que les trois auteurs, ils sont à peu près dans la même période, deuxième moitié du 19e, première moitié du 20e. Et tu te dis, à leur époque, ils ont vu des changements absolument incroyables. Et comment ça les inspire, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, bah, en fait, de toute façon, c'est qu'un quart de millième de seconde dans l'univers et tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, mais c'est important ce que tu dis ici parce que tu les resitues dans leur époque. Et en fait, ça va être un point important. Je te citerai après pourquoi je dis ça, mais ça va être un point important qui les amène à penser de cette façon, justement, quoi.
Et c'est marrant parce qu'il y a aussi le contre-pied d'un autre côté qui est le futurisme, qui lui aussi est quand même très inspiré de Nietzsche, mais qui est beaucoup plus, comment dirais-je, confiant dans le futur. Et c'est même une confiance totalement folle et débridée. Donc il y a vraiment, il y avait vraiment plusieurs chemins possibles à partir des mêmes affects, quoi. Le futurisme partagerait beaucoup avec ça, en fait, quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, non, mais c'est, voilà. Mais oui, revenons là, alors, au texte de Nietzsche ici, donc l'original après les copies, il nous dit sensiblement les mêmes choses, quoi. Donc, il nous dit que l'univers a ses propres lois qui se moquent de nos considérations, qu'il avancera quoi qu'il arrive, que ce que l'on nomme des vérités relève toujours d'une perspective. Donc ça, c'est la grande idée de Nietzsche, on dit qu'il est perspectiviste, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de vérité objective, éternelle, universelle, c'est toujours une perspective, c'est-à-dire une relation du sujet avec le monde, mais encore que chaque peuple a sa perspective, qu'il va nommer vérité. Comment ça, tu veux dire que le beau absolu n'existe pas, Nîmes? Tu insistes? Je sais pas, mais le beau en soi, non. Le beau en soi, c'est-à-dire comme dans une idée platonicienne, non. Mais c'est ce que dit Nietzsche. Nietzsche détruit tous ces idoles, détruit tout cet idéalisme, et il dit que le beau en soi n'existe pas. Mais il faut comprendre justement pourquoi il le dit, et ça, c'est pas toujours bien compris. Donc, il dit oui que donc chaque peuple a sa propre perspective qui va enfermer dans des normes qu'il appelle la vérité. Toute fixation dans les mots leur conférant un sens universel, objectif, stable, relève toujours d'une illusion qui va chercher à stabiliser un flux du devenir. La philosophie occidentale a fait de l'homme la mesure de toute chose en posant le monde devant lui comme un objet. C'est-à-dire ce que dit Nietzsche ici, il critique souvent l'aspect scientifique, et c'est exactement ça, quoi. Il dit que le monde se livre à nous tel qu'il est, et c'est nous qui allons l'enfermer. Donc il parle de ça dans le texte quand il parle de la façon de segmenter le sillage, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais c'est ça, en gros, c'est qu'il va dire qu'on est comme une araignée qui tisse sa toile, on regarde le monde et on tisse notre toile en lui conférant du sens et en enfermant ce qu'on y voit dans des objets. Mais les objets n'existent pas par eux-mêmes en tant qu'objets, c'est nous qui leur conférons ce statut d'objet de connaissance. Et c'est ce qui reproche exactement à la philosophie occidentale, donc on peut faire remonter à Aristote, et il dit qu'elle a objectivé le monde en l'enfermant dans des catégories. Mais ça, c'est même remonter jusqu'à Aristote, ouais, pourquoi pas, mais moi j'y vois surtout une critique encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est une critique de l'humanisme. L'homme, la mesure de toute chose, c'est l'aboutissement concret de cette vision, c'est l'humanisme, et c'est surtout le cas à son époque. Il critique l'humanisme, oui, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment ça qu'il dénonce. Mais oui, Nietzsche n'était pas humaniste. Juste pour faire une synthèse là, de nos auteurs jusqu'ici, si j'ai bien compris, pour la faire très simple, ce que pense Lovecraft, c'est que 1 plus 1 égale 2, mais que simplement c'est une vérité qui est souvent trop difficile à accepter et que ça nous mènerait à la folie et juste c'est impossible à appréhender. Et pour Nietzsche, 1 plus 1 égale 2 seulement dans ta tête, en fait. Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Il faut bien comprendre la pensée de Nietzsche. En fait, quand il veut détruire tous les idéaux platoniciens, c'est que pour lui, 1 plus 1 égale 2, ça relève simplement du langage. Et d'ailleurs, il a raison, 1 plus 1 égale 2, ça dépend des axiomes que tu utilises, quoi. C'est-à-dire qu'on a créé des outils pour appréhender le monde, et on va dire qu'ils sont objectifs. Donc c'est exactement la discussion. Lino parlait du beau en soi, il faisait référence à une discussion que j'ai eue récemment sur X de ce sujet, quoi. Et c'était exactement la question, c'est est-ce que les choses sont objectives? C'est-à-dire que l'interlocuteur qui me parlait, qui était Mos Majorum, il me disait, oui, le beau existe en soi. Regarde, la chaleur existe en soi, puisque j'ai un thermomètre et je mesure la température de ma soupe et j'ai une donnée objective
Et en fait, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Ce que dit Nietzsche, c'est que c'est nous qui l'avons objectivé. C'est que le monde se livre à nous tel qu'il est, et on réduit les choses à des objets de connaissance. Donc ça, en fait, je vais faire un test sur vous avant d'expliciter ce que ça veut dire. Vous allez me dire avec quelle phrase vous êtes le plus d'accord. C'est une phrase que j'ai utilisée quand Walid Fabry s'est joint à la conversation. Alors, si je vous dis Napoléon a existé car je sais qu'il est né en 1769, et si je vous dis je sais que Napoléon a existé car il est né en 1769, laquelle vous semble le plus vrai? Attends, tu peux répéter? Alors la première, c'est Napoléon a existé car je sais qu'il est né en 1969, ou Napoléon est né en 1769 car je sais qu'il a existé. Non, car il a existé. Pardon. Bah, je sais pas, je dirais la première. Ouais, moi aussi, je partirais sur la Ah, première. ouais. Donc vous dites Napoléon a existé car je sais qu'il est né en 1769, ce qui semble le plus logique. Alors évidemment, il y avait une forme de petit piège dans mon exemple qui était volontaire. C'est parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas Napoléon sous les yeux, donc vous êtes obligé de vous référer à la connaissance, quoi. Mais ce que vous me dites quand vous dites Napoléon a existé car il est né en 1769, car je sais qu'il est né en 1769, ça veut dire que vous faites reposer l'existence d'une chose sur la connaissance que vous en avez. Nietzsche, il dit l'inverse. Il dit, mais en fait, non, Napoléon, il a existé, et c'est parce qu'il a eu cette existence qu'on peut savoir qu'il est né en 1769. Quoi. S'il n'avait pas existé, on ne pourrait pas le savoir, parce que c'est l'existence qui est première. Quoi. Donc, évidemment, dans cet exemple, le piège, c'est que Napoléon est dans le passé. Dans notre discussion sur X, on parlait d'une montagne avec Walid Fabry. Si on était ensemble en face d'une montagne, ça aurait été différent. Quoi. Si je vous dis, comment vous savez que la montagne existe, vous ne m'auriez pas dit, je sais qu'elle existe parce qu'elle fait 1 mètre, ça fait 1 kilomètre. Oui. Combien, quoi. Vous me dites, non, mais putain de con, elle est devant toi la montagne. Tu vois. Et en fait, Nietzsche, ici, met en avant un problème qui est propre à l'Occident, donc ce que je viens de dire sur l'objectivation des choses. C'est-à-dire que à partir de Descartes, on va commencer à douter de tout. Descartes, il voit la montagne en face de lui et il dit, mais attends, est-ce que ce serait pas un démon qui me fait voir la montagne? C'est ça le doute cartésien. C'est quand il se pose sur son lit et il dit, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je pense. Je pense, donc je suis. Mais il part avec le doute du monde. Quoi. Et après seulement, il reconnaît les choses en tant qu'objet qu'il va pouvoir connaître. Donc il va. Mais après, c'est déjà le jeu est déjà une illusion en soi. C'est ça qui est marrant avec Descartes. L'unicité du jeu est une illusion aussi. Oui. Donc en final, même quand tu essayes de te retrancher dans des choses extrêmement concrètes, tu retombes toujours dans ces questions-là, en fait. Elles sont quelque part irréductibles. Oui, il doute même de son corps, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que il part de cette prémisse, et après, il reconnaît le monde comme un objet de connaissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître les objets du monde. Donc, il objectivie le monde. Ensuite, il y a Kant. Donc, on parle de révolution copernicienne au moment de Kant, parce que Kant, lui, il va plus loin. Il dit, non, en fait, ce sont les objets que je vois se conforment à ma façon de connaître. Donc, en fait, il n'y a pas de connaissance de l'objet que je vois. C'est toujours, ça se rapporte toujours à ma façon de connaître. Donc, ce qui compte, c'est le sujet et pas l'objet. Donc, on passe d'une vision qui est objectiviste chez Descartes à une vision qui est subjectiviste chez Kant, où il dit non, en fait, ce qui compte, c'est que le sujet. Quoi. Donc, Nietzsche réagit à ça, en fait. Quoi. Il dit, ben non, putain de con, la montagne est devant toi. Quoi. Et elle se donne à toi telle qu'elle est, quoi. Et toutes ces questions, ça me rend...
Une autre manière de l'illustrer, c'est au niveau des mathématiques. Il y a une question au niveau des mathématiques, question assez fondamentale. C'est est-ce que l'homme construit les mathématiques ou est-ce qu'il les découvre? Ça, c'est une question C'est lié, et Ouais. moi je dirais qu'il les construit, Nietzsche dirait qu'il les construit, d'autres personnes diraient qu'il les découvre. Mm. Mais Nietzsche dirait qu'il les construit c'est lié à ce qu'il dit, c'est que toute vérité, tout ce qu'on appelle vérité, est en fait une fiction vitale, quoi. Mais par contre, s'il les construit, moi j'aurais plutôt tendance à dire ça, moi aussi, qu'il les invente. Par contre, ce qui est vraiment du coup extrêmement perturbant, c'est de voir à quel point les mathématiques fonctionnent alors que c'est une invention, dans ce cas-là. Ça, c'est vraiment très très perturbant. Non, il n'y a rien de perturbant là-dedans. Ah bah si, parce que si c'est une construction et que c'est quelque chose qui Mais elles sont permet... Elles sont construites. À partir d'axiomes. Non, à partir de notre expérience du monde. Oui aussi. Oui, mais du coup, les mathématiques recouvrent de manière extrêmement puissante et forte notre expérience du monde. C'est ça qui est perturbant. Parce que si jamais c'était une invention, tu pourrais t'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de décalage avec nos réalités. Et en fait, en mathématiques, il y en a extrêmement peu. C'est en ça que je veux dire que c'est perturbant. Je crois pas que tu pars de ce qui existe. C'est pour ça qu'en fait, si tu comprends Nietzsche et que tu comprends que tu pars de ce qui existe et qu'après tu construis des choses à partir de ce qui existe, tu as toujours un repère sur lequel tu t'appuies, quoi. Tu pars pas de rien. Donc ça va être adapté au monde. Et d'ailleurs, c'est pas toujours adapté au monde. On construit des théories qui ne le sont pas. C'est comme ça qu'on les rejette. Mais nos théories, nos théorèmes partent du monde, quoi. Ce sont juste des attractions du monde. En fait, pour moi, la façon dont fonctionne notre capacité visuelle fonctionne un peu de la même façon. En gros, comment vous voyez les choses, je le répète souvent, mais c'est parce que l'exemple est parlant. Vous avez des photons qui rebondissent contre des objets et qui arrivent au niveau de votre rétine, et il y a votre nerf optique en fait qui s'active, se désactive, et en fait ça fait un code binaire. Et vous, au niveau du lobe occipital qui est à l'arrière de votre crâne, vous avez les sphères visuelles en fait qui sont des matrices en fait, et ça reconstruit une image à partir des données. Donc quand on dit est-ce que tu vois la montagne, en fait tu peux douter si tu veux des photons, tu peux douter si tu veux de ta rétine, tu peux douter si tu veux du lobe occipital, mais il y a de fortes probabilités qu'il y soit, et d'autant que donc en fait vous avez une reconstruction du monde, donc qui est un peu une interprétation des photons qui arrivent sur votre rétine. C'est pas quand vous dites je vois, j'objective, etc. En fait, il y a un peu un intermédiaire malgré tout. Mais on peut se dire que ça marche pas si mal que ça, parce que si c'était du pur n'importe quoi, la matrice, l'image que l'on reconstruit dans notre crâne, si c'était du pur n'importe quoi, tout simplement, on pourrait pas mettre de panier avec une boule de papier qu'on jette dans une corbeille, ça marcherait pas en fait, ça tomberait à côté, ou alors on aurait l'impression qu'il est tombé dedans, mais au toucher, par donc un second intermédiaire, on verrait bien qu'il est pas dans la poubelle. Or, c'est le cas, donc ça marche pas si mal que ça, mais malgré tout, c'est vrai que c'est quelque chose d'incomplet. Si c'est la nuit et que j'éteins la lumière, vous voyez plus rien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus les objets autour de vous? Non. Et même notre cerveau reconstruit l'image, tu le sais mieux que moi, mais par exemple, les photorécepteurs, ils sont montés à l'envers dans notre œil. Le signal qui est envoyé au cerveau, il est incomplet, il y a un trou dedans, il est reconstruit par le cerveau. Donc, il y a encore plus d'intermédiaires que juste la preuve en est, c'est que si tu prends un nouveau-né et que tu lui bandes les yeux, et pendant toutes les premières années de sa vie, il peut avoir un cerveau qui fonctionne parfaitement, il peut avoir des yeux qui fonctionnent parfaitement et des nerfs optiques tout à fait sains, et en fait, il sera quand même aveugle parce qu'il n'aura pas entraîné sa matrice cérébrale quoi, pour construire des images. Il y a des gens qui ont fait des expériences comme ça. Mon Dieu. Non, c'est pas des expériences, c'est juste, je sais plus comment ça a été découvert, mais c'est pas des gens qui l'ont fait dans le but Ok, de d'accord, savoir ok. ce que ça faisait, hein. Pour résumer, donc, je vais clarifier la pensée de Nietzsche. Donc, on pourrait dire que chez Descartes, la vérité est épistémique, c'est-à-dire que
c'est quand on a réduit les choses à un objet de connaissance qu'on peut connaître et appréhender le monde. Chez Kant, la vérité devient transcendantale, donc elle appartient à nos structures de l'entendement. Et chez Nietzsche, ça devient une fiction vitale, donc elle devient opératoire. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut comprendre justement dans quel contexte il évolue. Il y a un texte de Novalis, qui était un poète allemand, où je vais vous lire un tout petit passage, juste une phrase. Il dit « Nous cherchons partout l'inconditionné et nous ne trouvons jamais que des choses. » quoi. Et en fait, il faut bien comprendre que c'était un peu la mentalité des Allemands, donc l'idéalisme allemand. Ils cherchaient le monde inconditionné. quoi. C'est-à-dire que le monde qu'on expérimente à travers nos sens ne serait pas le vrai monde, et il y aurait un monde inconditionné derrière qui serait plus vrai, quoi. La chose en soi. L'absolu. L'absolu de Hegel, peut-être, je sais pas, je connais pas trop Hegel, mais chez Kant, c'est la chose en soi, quoi. C'est la chose telle qu'elle est, mais qu'on ne peut pas connaître, quoi, qui serait derrière, quoi. Et donc Nietzsche, il nous dit non, mais il n'y a pas de monde inconditionné. En fait, il n'y a rien à connaître derrière, quoi. C'est que le monde, il se livre à nous tel qu'il est, tel qu'on peut l'appréhender par nos sens. Et il n'y a rien à chercher derrière. Quoi. C'est pas, la façon dont on le voit avec nos sens n'est pas un mensonge. Quoi. C'est le seul monde qu'on peut habiter qui est comme ça. Quoi. Underneath the bridge, the top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way, ooh, something in the way, yeah, ooh, something. Sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way, ooh, something in the way, yeah, ooh, something in the way,
Anthony, toi, tu avais un exemple pour revenir un petit peu plus vers Lovecraft. Moi, momentanément, tu avais un exemple assez intéressant à nous partager. Bah, en fait, c'est un exemple qui précède, si je dis pas de bêtises, chronologiquement Lovecraft, mais qui est très concret sur finalement la vision du monde de Lovecraft et C'est même, je dirais c'est quand heu, même la même époque à peu près. c'est à peu près la même époque, ouais. Hmm. Mais c'est pour ça que il y a Il un était truc déjà. contemporain de Nietzsche. Tout à fait, tout Hmm. à fait et je pense que c'est un exemple qui illustre, très bien, bah, en fait, les 2 concepts. On va parler de Semmelweis et Semmelweis, moi, je l'ai connu, en fait, en lisant la thèse de médecine de Céline, donc Louis-Ferdinand Céline, qui a fait une thèse de médecine qui est très, très bien. Vous pouvez la lire, elle fait, je crois, 90 pages et c'est excellent sur Semmelweis, qui est un médecin hongrois, du 19e siècle. Et en fait, Semmelweis, c'est un médecin qui travaille dans une maternité qui est décrit par Céline, comme un médecin, brillant, tu sais un peu Doctor House, c'est-à-dire, semi-autistique, très intelligent, mais, quand il a raison, bah, en fait, il prend pas de pincettes, il juge que tu es con et que lui, il a raison et que le monde part A plus B et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de tact, mais c'est quelqu'un de brillant et en fait, il travaille dans une maternité où il réalise des accouchements et en faisant un travail, de statistique comparative, avec les autres maternités, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a un taux de mortalité qui est, beaucoup plus élevé dans là où il travaille que, chez ses concurrents. Et d'ailleurs, Semmelweis, on considère que c'est, l'un des pionniers dans la méthode scientifique, notamment de statistiques comparatives et donc en fait, il a commencé à faire, un grand nombre d'expériences pour essayer de comprendre, pourquoi il y avait un taux de mortalité très élevé, dans sa maternité et en fait, en faisant ces tests, il a d'abord pensé que c'était une question de compétences parce que c'était des étudiants en médecine, en fait, qui faisaient les accouchements, et donc ce qu'il a il a demandé à échanger le personnel avec une autre maternité donc c'était des sages-femmes qui s'en occuperaient du coup et là, d'un coup, bah, le taux de mortalité, il a diminué. Donc, il s'était dit que, c'était, les étudiants en médecine, sauf qu'en fait, bah, en les observant, il voit qu'ils font strictement la même chose que les sages-femmes, donc il comprend pourquoi, bah, il y a ce taux de mortalité qui diminue et en fait, il s'avère que les étudiants en médecine faisaient des cours d'anatomie en faisant des autopsies sur les cadavres le matin et réalisaient les accouchements l'après-midi et donc après plusieurs tests, parfois, complètement aléatoires, il leur a fait se laver les mains à l'eau de chaux et en fait, ça a fonctionné. Il est passé d'un taux de mortalité de 20 donc ce qui est énorme, hein. Il y a une femme sur 5 qui mourait, en accouchant, à 1 et en fait, ce qu'on saura plus tard, ce que lui ne savait pas évidemment, c'est que les étudiants en médecine ramenaient le streptocoque des cadavres du matin jusqu'aux mères à l'accouchement, l'après-midi et évidemment personne pouvait le savoir, et ne pouvait le voir puisque, bah, la microbiologie ça existait pas. Il y avait pas encore le microscope. Donc en fait, lui quand il statistique à l'appui, il voit que ce qu'il fait, ça fonctionne. En fait, il est incapable de l'argumenter de façon rationnelle. Il peut, de dire que, bah, peut-être qu'il y a des êtres invisibles qui grouillent partout autour de nous et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est du manuportage, c'est-à-dire on le transporte avec nos mains. C'était compliqué à dire. Même si, bah, lui, comme je vous l'ai dit, c'est son caractère de Doctor House de, bah, juste, «Les maths ne mentent pas, j'ai raison, vous êtes tous cons». Bah, ouais, mais vous êtes tous cons mais pourquoi tu as raison? Bah, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on voit pas, que je suis incapable de vous décrire et que, il y a jamais eu de preuve de leur existence, qui tuent des gens. Et tu ouais, bah, c'est un peu léger et donc en fait, surtout son concept avait quelque chose d'absolument terrifiant, c'est que l'invisible n'était pas vide et en fait, le monde était en réalité plein, donc plein de vie, plein de choses, qu'on ne pouvait pas voir, des germes, des pathogènes et qu'en fait, il y a autrefois, on voyait comme un chaos apparent, c'est-à-dire que, bah, c'était l'aléatoire. Il y avait une femme qui mourait, pas une autre, voilà, c'est comme ça. Sauf que lui, grâce aux mathématiques, il y a une forme d'ordre qui est perceptible et que, je trouvais que ça revenait bien avec, nos 2 auteurs, Lovecraft et Nietzsche, la confrontation en fait, de nos esprits à la réalité qui donne un sentiment d'absurdité et bah, et que parfois pour des raisons en fait où on est auto-centré,
Ce qui est amusant ici, c'est que vous allez voir, c'est la façon dont ses confrères, donc les autres médecins, ont traité Semmelweis. En fait, Semmelweis, il va être disgracié. Donc, il y a, mais pas par des pontes, mais aussi par en fait l'extrême majorité des médecins. Il y en a qui pensent tout simplement qu'il est fou. Parce que, bah, en fait, il y a quelque chose de terrifiant. Si Semmelweis il a raison, alors bah, le vide qu'on observe, bah, en fait, il est plein, donc des organismes invisibles, qu'on en respire constamment, qu'on en mange, c'est-à-dire c'est déposé sur notre nourriture, qu'il y en a sur nos enfants, qu'il y en a même à l'intérieur de nous, et qu'en fait, en réalité, tout est sale, tout est contaminé, quoi. Et donc ça donne une vision du monde absolument terrifiante, Anxiogène. alors que bah, autrefois, juste, tu le voyais pas, ça veut dire que c'était propre, quoi. Et, et donc ça, c'est plus pour l'aspect Lovecraftien, c'est-à-dire que la vérité est si terrifiante que, bah, en fait, on préfère tourner la tête dans l'autre sens où ça nous rend dingue. Et pour l'aspect nietzschéen, c'est que bah, un bon nombre de ses confrères étaient simplement des concurrents parce qu'à l'époque, il y avait quand même, c'était un marché en fait, les maternités. Et donc en fait, bah, soit ils le croient pas, soit juste ils le croient, mais ils se disent, bah, je vais faire exprès de pas le croire, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle 1 + 1 = 2, l'idée universaliste selon laquelle 1 + 1 = 2, on est tous d'accord là-dessus, toute l'humanité fait oui, 1 + 1 = 2, etc. Bah, en fait, dans les faits, c'est plutôt 1 + 1 = 2 seulement si ça m'arrange, parce que si ça m'arrange pas, 1 + 1 n'égale pas 2. C'est-à-dire quoi ça m'arrange? Ça veut dire je suis un être organique, je veux bouffer, je veux avoir du pouvoir, je veux baiser. Bah, si 1 + 1 = 2 ne me permet pas d'avoir ça, bah, juste je vais pas le dire. Et donc en fait, tous ces gens, ceux qui le pensaient fou, ceux qui étaient ses concurrents, en fait, dans un commun accord, ils ont considéré qu'il était fou et ont jeté Semmelweis dans un hôpital psychiatrique où il a été battu. Et en fait, il est mort d'une septicémie. Et Céline décrit que ces derniers instants de rationalité lui sont volés par une méningite bactérienne qui le rend fou, en fait, qui le met en confusion. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon exemple des deux concepts, même si bah, Céline finit quand même en disant que Pasteur finira par réussir à faire passer la pilule. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un héros de la médecine au même titre que Pasteur, ce mec. Est-ce qu'il Bah, a c'est pire parce que Pasteur est un héros, Semmelweis c'est un martyr pour le coup de la ouais. médecine. Mais est-ce que ces travaux ils ont été vraiment foutus à l'index, ou est-ce que ça a servi, que ça a permis de faire émerger la compréhension du monde bactérien et microscopique, ou vraiment du coup c'est une branche qu'on a coupée et on l'a trouvée d'une autre manière? Alors au niveau bactérien, je crois que ça a été complètement mis à la poubelle. Là où par contre, je te l'ai dit, il y en a qui ont fait qui ont fait semblant de pas le croire. C'est-à-dire que, bah, une fois que tu as la méthode, bah, ils l'ont appliquée en fait tout simplement parce que ça fonctionnait, sans dire que, D'accord. ils croyaient Semmelweis, tu vois? Ouais, bah, il a quand même sauvé des milliers, des millions de vies, ce type, c'est Absolument. ouais, OK, d'accord. Et en fait, il y a un aspect un peu Lovecraftien, ouais, même des des 2 auteurs, je trouve. Céline, il dit: «Autour de la tragédie de Semmelweis, ce ne sont pas des hommes qui s'affrontent, ce sont des puissances biologiques énormes qui se combattent. Cette méchanceté infernale dont il fut la victime a la grandeur et la fatalité d'une guerre». Ah ouais. Ouais, on trouve vachement ça. C'est quoi. marrant finalement en tant que scientifique, ton plus grand danger, c'est tes pairs, quoi, en fait. Bah, oui, bah, oui, c'est quelque chose qui est éternel, hein, on le voit encore aujourd'hui, hein. Ce genre de phénomène, de lutte, malheureusement. Ouais, mais même Mais Galilée aussi, apparemment, c'est aussi un peu la même chose. À la base, l'Église s'en foutait pas mal de ce qu'il faisait, mais c'est les autres scientifiques avec les théories, qui avaient encore les théories précédentes, qui étaient fous furieux qu'il y ait une théorie concurrente qui fonctionne mieux et qui sont allés voir l'Église en disant oui, oui, non, mais lui, il faut vraiment s'en occuper de son cas. Mais tu vois, cette expérience comme, je trouve que ça reprend bien aussi dans bioléninisme, c'est de rappeler qu'avant tout, bah, en fait, on est des sacs de viande, régis par l'évolution et que, bah, oui, en fait, on veut avoir du pouvoir, on veut avoir des ressources,
on veut avoir des partenaires de reproduction. Et, et en fait, Céline, il dit, bah, Semmelweis, il était intelligent, mais s'il était vraiment intelligent, il aurait compris que juste, bah, il y a des concurrences, il y a, de la mauvaise foi et que si tu veux faire passer la pilule, en fait, faut aligner la vérité avec les intérêts des tribus de singes que nous sommes, quoi. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, au final, ce qui est nietzschéen, c'est que la vérité est opératoire, quoi. C'est que lui, il repère des régularités dans ce qui se passe dans son service et il en tire des conclusions. Et ce qui compte pour lui, c'est que ça marche, quoi. Si ça marche, c'est que c'est vrai, quoi. Il cherche pas de cadre formel plus complexe pour venir valider ça, quoi. C'est un rapport au réel qui est direct. Et juste pour compléter, donc, comme j'ai dit, la vision de Nietzsche de la vérité, c'est ça, quoi. C'est une vérité qui est une stabilisation temporaire et opératoire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il en arrive à cette conclusion? Et pourquoi Spengler? Donc, Spengler, il parle de la façon dont on appartient toujours à notre époque, au temps, à l'espace, donc à un certain pays, à un peuple, à des pratiques culturelles et même à sa classe. Et pourquoi je dis que c'est très allemand? Parce qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle, c'est là que c'est apparu, l'historicisme. C'est-à-dire que l'historicisme postule qu'il n'y a aucune vérité éternelle, que chaque vérité appartient à son époque. Pourquoi ils en arrivent à cette conclusion, les Allemands? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils vont commencer à traduire Shakespeare. Donc, à la moitié du XVIIIe siècle, il y a Wieland qui va pour la première fois traduire Shakespeare. Et avant lui, il y avait Luther qui s'est mis à traduire la Bible. Donc les Allemands sont devenus protestants. Ils veulent avoir leur propre traduction de la Bible, donc pas la lire en latin, mais en allemand, pour pouvoir aller directement au texte. Et donc, ils veulent avoir leur traduction. Et quand ils se mettent à traduire ces ouvrages, il y a des questions qui se posent, quoi. Quand tu traduis la Bible, ils se disent, mais en fait, il y a des mots qui n'existent même pas en allemand, qui ne sont même pas possibles d'être traduits, quoi. Et quand Wieland traduit Shakespeare, il dit, mais il y a des mots qui existent en anglais que j'ai du mal à traduire aussi. Et donc, ils disent, mais est-ce que la façon dont on comprend les textes des anciens ou des autres cultures sont équivalents à la façon dont eux-mêmes se comprenaient? Et la conclusion à laquelle ils arrivent, c'est que non, c'est pas le cas. Donc, c'est de là que vient l'historicisme. C'est-à-dire que des textes qui appartiennent pas à la même époque ont un rapport à la vérité qui est différent. Il n'est valable que pour l'époque dans laquelle il a été écrit. Et c'est pareil pour la culture. En fait, on n'utilisait pas le mot culture avant. Aujourd'hui, ça paraît banal de dire culture, mais le mot culture a émergé de cette réflexion, et c'est Herder qui l'a proposé. Je crois que le premier à avoir parlé de culture, c'est Cicéron. Je dis peut-être une bêtise ici, mais je crois que c'est Cicéron qui avait fait une analogie quand il parlait de l'éducation des jeunes, où ils avaient comparé à un champ, où il disait qu'il faut les cultiver, quoi. Et donc, cette idée de culture émerge ici en Allemagne, parce qu'avant, justement, on pensait qu'à la vérité. Quand on parlait de christianisme, on parlait de la vérité. Et on pensait que la vérité était éternelle et universelle et qu'on la trouvait dans le christianisme. Là, les questions se posent nécessairement. Quand ils traduisent la Bible, ils disent, mais est-ce que notre façon de traduire est la bonne? Et avec cette nouvelle méthode de connaissance qui apparaît, la méthode scientifique, naturellement, ils vont se demander si ce qui est écrit est vrai. Donc, il y a une nouvelle façon de connaître le vrai à l'aune de la méthode scientifique. Donc, toutes ces choses combinées font que les Allemands vont développer une façon de penser qui va être extrêmement inscrite dans leur culture. Et c'est comme ça que Herder va parler de Zeitgeist. Donc, Lino, tu as évoqué le mot au début. Je ne sais pas si tu l'as fait volontairement. Mais, Non. Ok. Parce que les mots, c'est marrant parce qu'on utilise des mots aujourd'hui, mais en fait, on ne sait pas d'où ils viennent, quoi. Ah si, je sais que c'est l'esprit du temps, donc Bah oui, mais pourquoi il dit ça? C'est pas qui l'a inventé, je veux dire, et tu sais pas dans quelles conditions c'est né, ce mot, quoi. ah non, Et, non.
Et c'est Herder qui le propose. Il propose Geist d'abord, donc l'esprit, et après le Zeitgeist, l'esprit du temps, pour les raisons que je viens d'évoquer, quoi. C'est que les Allemands sont mis à penser de cette façon sous la pression de ces considérations, en se disant mais on ne peut pas comprendre les autres cultures, on ne peut pas comprendre les autres époques comme eux-mêmes se comprennent ou se comprenaient, quoi. Donc chaque peuple a un esprit, un Geist, et chaque époque a son esprit particulier, le Zeitgeist. Et ça, c'est important en fait pour comprendre pourquoi Nietzsche pense de cette façon, pourquoi il dit qu'il n'y a pas de vérité éternelle à laquelle on peut accéder. C'est parce qu'il est issu de cette culture aussi, de l'historicisme. Il dit, mais en fait, il n'y a aucune vérité éternelle qui nous est accessible, quoi. Tout est toujours local, appartient à une époque, appartient à un peuple qui a une façon de voir les choses. Non, ouais, c'est une grande rupture avec, comment dirais-je, avec, oui, les conceptions du passé, les conceptions chrétiennes, le thomisme. Et donc et il y en a qui l'ont jamais accepté, hein, tout ce que tu dis là, et qui l'accepteront jamais, hein, probablement. Mais ce qui est intéressant, quoi, c'est que ce que ça amène à poser comme question, c'est moins de savoir comment on connaît que pourquoi on veut connaître. Nietzsche, donc il a ce mot où il accuse l'Occident d'être logocentré. Donc, c'est ce que je mettais en avant tout à l'heure quand je disais qu'on objectivie les choses. Le problème que voit Nietzsche dans l'Occident, c'est qu'il dit qu'il est logocentré, c'est-à-dire qu'il met la connaissance en avant. C'est pour ça que j'avais posé cette question de qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est la connaissance d'abord ou l'existence? Nietzsche dit qu'on est logocentré. Et en fait, c'est intimement lié à son idée de la morale des esclaves qu'il a développée après. Parce que ce que veut dire Nietzsche ici, donc on a mis en avant que la vérité est toujours contextuelle d'une époque, d'une culture, mais aussi Spengler parle d'une classe. Et Nietzsche va mettre en avant que une culture a toujours ses normes, et ce qu'on appelle vérité, et ce qui va être imposé par des normes appartenant à la dite société, quoi. Donc ça peut être des normes qui viennent d'en haut, des normes d'une morale de maître, ou ça peut être des normes qui viennent d'en bas, d'une morale d'esclave. Donc notre point de vue sur ce qui est vrai dépend aussi de la classe à laquelle on appartient. C'est pour ça qu'il va voir que la morale du christianisme est un retournement des valeurs comparé au monde païen, au monde de la force. Et c'est marrant parce c'est comme si de la sociobiologie avant l'heure, quoi. Il va voir que c'est une nécessité pour les faibles de développer une morale qui leur permet de survivre et qui leur permet même d'exprimer leur volonté de puissance jusqu'à devenir les maîtres de leurs maîtres par cette morale de faible. Là, c'est tout généalogie de la morale. Oui, c'est ça, oui. Si je comprends bien, c'est pas qu'il dit donc il ne dit pas que la vérité n'existait pas, il dit juste que elle nous est pas accessible parce que, enfin, on est toujours biaisé par notre interprétation et notre position. Il dit que la vérité objective n'existe pas. La vérité a de la valeur tant qu'elle sert la puissance, et donc elle est toujours locale, elle est opératoire, c'est-à-dire que tu vas avoir ta vérité en relation avec le monde à partir du moment où elle est effective pour mener ton action. Ok. Et imaginer une vérité éternelle, universelle, ça n'existe pas pour lui. D'accord. En gros, pour lui, les idées sont un moyen de survivre, quoi. D'accord. Et donc, soit tu t'en sers pour asseoir ta force parce que tu es dans une classe de domination, soit tu fais une espèce d'ingénierie sociale rhétorique pour opérer, pour te donner un avantage quand tu fais partie des esclaves. C'est ça, et Nietzsche va même jusqu'à laisser entendre que si tu es fort,
t'as pas On n'a pas tellement besoin. besoin des idées, quoi. Mm. Ça va devenir un outil privilégié des faibles parce que si tu es fort, t'as pas besoin de faire une grosse ingénierie sociale, quoi. Et il a ce texte où il parle de Socrate, c'est dans le Crépuscule des idoles, quoi. Je peux le lire rapidement, je crois pas qu'on ait d'audio pour celui-là, quoi. Il est assez court. Il dit avec Socrate, le goût grec s'altère en faveur de la dialectique. Que se passe-t-il exactement? Avant tout, c'est un goût distingué qui est vaincu. Avec la dialectique, le peuple arrive à avoir le dessus. Avant Socrate, on écartait dans la bonne société les manières dialectiques. On les tenait pour de mauvaises manières. Elles étaient compromettantes. On en détournait la jeunesse. Aussi se méfiait-on de tous ceux qui présentent leurs raisons de telle manière. Les choses honnêtes, comme les honnêtes gens, ne servent pas ainsi leurs principes avec les mains. Il est d'ailleurs indécent de se servir de ses 5 doigts. Ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout où l'on ne raisonne pas, mais où l'on commande, le dialecticien est une sorte de polichinelle. On se rit de lui. On ne le prend pas au sérieux. Socrate fut le polichinelle qui se fit prendre au sérieux. Qu'arriva-t-il là au juste? En gros, ce qu'il nous dit, c'est que les aristocrates grecs, ils faisaient leur boulot, ils faisaient leur action, ils se baladaient dans la ville parce qu'ils avaient un but. C'est qui ce guignol qui se balade dans la ville pour venir te parler de philosophie, quoi? Les gens honnêtes, ils font pas ça, quoi. On dirait qu'il parle d'un lycée américain, tu sais, avec les joueurs de football américains qui font leur truc et le nerd qui casse les couilles à tout le monde. Et du coup, les tchads le mettent dans une poubelle pour lui dire « Ah, c'est bon, ta gueule, tu vois. » C'est exactement ça. Tu t'as dit le mot, c'est nerd. Quand Nietzsche parle de logocentré, c'est exactement le nerd, quoi. C'est quand tu penses que la connaissance prime sur l'existence, que ce qui constitue ton être, c'est ce que tu connais et pas ce que tu es, quoi. Et la vision aristocrate chez Nietzsche, c'est simplement l'expression de l'existence qui est plus importante que la connaissance, quoi. Et tu deviens un nerd. Donc Bab parle de word cell, c'est exactement ça, quoi. Cette idée du ciel des idées de Platon, c'est vraiment typique de la personne logocentrée, quoi. C'est-à-dire que sa raison va lui faire inventer un ciel des idées. Pourquoi on arrive à faire ça, quoi? Et tu es d'autant plus attiré par le ciel des idées quand tu es un être immonde physiquement comme l'était Socrate. C'est un moyen de te venger des bien-nés, des bienheureux dans l'existence. Voilà, c'est pour ça que c'est né chez Socrate. Socrate était un mec vraiment immonde, visiblement. Enfin, il était très, très, très moche. Moi, je voulais dire que ça me faisait penser aux Algériens, mais c'était juste avant ta remarque sur le fait qu'il était très laid. Tu vois. Et globalement, à tous les peuples un peu du tiers-monde qui ont une dent contre l'Occident, où ils s'inventent des réalités hyper subjectives avec des narratifs complètement biaisés et faux pour justifier pourquoi ils devraient avoir le pouvoir aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas actuellement, quoi. Alors que l'Occident a essayé d'être un peu plus, de créer une réalité ou un discours plus objectif, même si évidemment tout est relativement subjectif, parce que quand tu es le plus fort, tu peux essayer de trouver une réalité objective, même quand elle ne t'arrange pas forcément, puisque de toute façon, tu es le plus fort, donc tu t'en fous, quoi. Le peuple matriciel, là-dedans, c'est le peuple juif. C'était le peuple esclave en Égypte. Et c'était notamment... c'est ceux qui étaient porteurs de la morale d'esclave. En tout cas, c'est comme ça que le considère notamment Nietzsche. Et ça me fait penser, en fait, que Éric Zemmour, il a raison. Au final, j'étais relativement contre ce terme. Et quand il parle de monde judéo-chrétien, en fait, c'est vrai, parce que la morale d'esclave est rentrée en Europe grâce au peuple juif via le christianisme, au final. Je sais pas s'il le voyait comme mais je pense pas qu'il voyait comme ça. d'une morale d'esclave et fait tu vois, finalement, ça a intégré la culture. Non, mais il ne le voit pas comme ça, Zemmour, mais Nietzsche dirait ça, oui. Pour lui, le christianisme s'inscrit dans le prolongement du judaïsme. Et là où c'est intéressant, c'est que tu vois que ce phénomène
de morale d'esclave qui se réfugie dans les abstractions pour reprendre le contrôle de sa vie et prendre le contrôle de la société. Tu vois que c'était aussi bien présent chez les juifs moyen-orientaux, chez les Hébreux, que chez certains Grecs, dont Socrate. Donc il y avait un terreau fertile en Occident. Il y avait, voilà, on a trace d'individus qui étaient comme ça. Mais en fait, si tu prends cette vision nietzschéenne, tu pourrais imaginer que, en gros, les Juifs ont inventé cette morale où ils disent qu'il faut être gentil avec tout le monde pour que les autres soient gentils avec eux, quoi. Tu vois. C'est qu'en gros, c'est le faible qui dit au fort, non, moi je pense qu'il faut être gentil avec tout le monde, quoi, tu vois. Pourquoi ? Parce que tu as un intérêt à le dire, quoi. Et Jésus, c'est le type qui arrive et qui prend vraiment cette morale au sérieux et qui dit non, mais vous ne l'appliquez pas vous-même, quoi. Non, il faut vraiment le faire de façon universelle. Il dit, mais tu n'as pas compris, quoi. Le but, c'est pas ça, quoi. Le but, c'est que les autres soient gentils avec vous, quoi. Et les Juifs, ils ont dit à Jésus, non, mais arrête, de toute façon, c'était juste pour prendre le pouvoir. Prends pas trop ça au sérieux, mec. Mais ça, je crois que Spandrel en parle aussi, quoi. Il parle, pour le coup, des Juifs qui prennent la morale de l'Occident trop au sérieux, qui veulent vraiment la mettre en place. Je ne sais plus comment il en parle, mais je crois qu'il est... Ouais, mais en fait, il parle de Karl Marx et en gros, il sous-entend qu'il y a une hypocrisie latente qui est implicitement connue de tous, de l'égalitarisme, selon laquelle on est tous égaux, et qu'en gros, bah, il y a que des espèces d'autistes juifs ashkénazes qui n'ont pas compris que c'était une blague et qui font ah ouais, d'accord, bah attends, à ce moment-là, il faut mettre en place le système égalitaire, donc on va prendre les moyens de production et tout, et tu sais, il commence à gratter 500 pages comme un fou. Voilà, mais je ne sais pas si c'est qu'il n'a pas compris ou si c'est dans leur intérêt, quoi. D'un point de vue sociobiologique, cette morale est dans leur intérêt aussi, quoi. Mais il y a effectivement un aspect hypocrite, et ça, c'est un truc que Machiavel met en avant, quoi. Donc Machiavel, beaucoup le considèrent comme le père du réalisme. Là, on parle du réalisme de Lovecraft, de Nietzsche. Beaucoup considèrent que Machiavel est le père du réalisme, et il note ça. Quand il parle de la morale chrétienne, il dit bah, si on regarde vraiment la façon dont on vit pas du tout de la manière dont on devrait vivre, d'après la morale chrétienne, quoi. Et en fait, ça, on peut le lier justement au fait que ce soit une morale qui est hypocrite, quoi. C'est-à-dire qu'elle vient des faibles qui inventent une morale qui vise à contrôler le comportement des autres pour qu'ils soient gentils avec eux. Mais au final, c'est pas comme ça qu'on vit, quoi. Et on peut même pas vivre comme ça, quoi. Donc Machiavel, il sort un peu de cet idéal et il dit mais regardez comment on vit, en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Par contre, ça répond vachement bien. Il y avait toujours une question de pourquoi les idées virales sont toujours de gauche, comment fait la gauche pour avoir une idée virale qui a commencé à infecter le cerveau de tout le monde, etc. Ben parce qu'en fait, il y a le terreau fertile de la création de ces idées et de l'efficacité du vecteur, en réalité, dans cette morale d'esclave. C'est une nécessité pour eux. Ouais, voilà, exactement. Alors que justement, pourquoi il n'y a pas l'équivalent à droite ? Bah parce que juste les populations de droite n'ont pas d'intérêt à s'investir dans ces ingénieries rhétoriques, en fait. Bah, c'est exactement ça, oui. Tu peux comparer ces deux points. Je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que dit Nietzsche sur la morale de maître et la morale d'esclave. La morale de maître n'a pas vraiment besoin des mots, en fait. La morale de maître s'inscrit dans la nature, alors que la morale d'esclave s'inscrit en rupture avec la nature, quoi. Donc elle a besoin d'imposer quelque chose qui n'existe pas par défaut dans la nature. Dans Généalogie de la morale, il explique comment les maîtres, au départ, ont nommé les choses, mais d'une manière, tu vois, comment dire, d'une manière simple et immanente, et comment les esclaves ont inversé les choses, tu vois. Le bon qui devient le mauvais, enfin, vraiment, ce texte, Généalogie de la morale, moi, c'est un des textes qui m'a le plus marqué dans toute ma vie. Je vous encourage à le lire. En plus, c'est un des plus faciles à lire de Nietzsche, et c'est notamment la première partie qui est vraiment très, 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 très impactante, où ça déroule tout ce qu'on a un peu évoqué. Et il y a un auteur plus récent, Michel Eastman, qui met très bien en avant ce point, donc la différence entre... Parce que les lois d'une société, en fait, peuvent venir des forts comme des faibles. Tu peux préciser qui est Eastman ? Non. Non. Oui.
Non, oui, je peux préciser, quoi. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas grand-chose d'Eastman. En fait, personne ne le connaît. Mitchell Eastman, c'est un juif américain qui s'est pas fait connaître, qu'on ne le connaît pas, mais il a laissé derrière lui un livre en se suicidant, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais moi je l'ai lu parce que je suis un peu foufou, quoi. Et son livre est assez bon, quoi. Et il reprend cette idée de Nietzsche sur la morale de l'esclave et il l'applique aux Anglais. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que c'est pas trop le sujet ici, mais en gros, c'est ça ce qu'il apporte comme idée nouvelle, quoi. C'est qu'il met en avant qu'il y a eu le même aspect chez les Anglais, parce que les Anglais étaient dominés par les Normands. Les Normands ont débarqué en Angleterre, ils ont pris le pouvoir, ils ont installé leur caste et les Anglais étaient privés de l'accès au pouvoir. Et il fait reposer le développement du puritanisme et après l'essor de la démocratie libérale, qui sont aussi des valeurs de faible et que Nietzsche critique. Il y voit la même raison sociobiologique, en fait. Et je pense que c'est une idée qui a beaucoup de potentiel, mais je ne vais pas la développer tout de suite parce que ça nous écarterait un peu trop du sujet, quoi. Mais ce que je vais mettre en avant... Quoi ? Je disais oui, tu as raison, on va essayer de se recentrer un petit peu. Ouais, il parle de beaucoup d'autres choses aussi, Eastman, mais c'est très cohérent, en fait, sa pensée, c'est hyper intéressant. Mais j'en parlerai une autre fois de façon plus exhaustive. Mais là, je vais juste parler d'un point, je vais vous lire un passage qui met en avant, où il compare l'établissement des lois par Lycurgue, donc un Spartiate, et les lois par Moïse en Égypte pour les Juifs, quoi. Et ce qu'il veut mettre en avant, c'est que deux peuples différents n'ont pas besoin des mêmes lois, quoi. Parce que ça reflète des valeurs différentes, parce que ça reflète des nécessités différentes, quoi. Voilà ce qu'il dit, quoi. Donc il dit « Ce point est illustré par le contraste avec l'opposé moral des Juifs, les anciens Spartiates. Lycurgue, traditionnellement reconnu comme le législateur qui a fondé l'État guerrier spartiate ancien, porte un rôle culturel analogue à Moïse en tant que législateur. Cependant, pourrait-on donner la loi mosaïque aux Spartiates et les lois de Lycurgue aux Juifs et s'attendre à ce qu'elles conviennent réciproquement avec la même justesse ? Ces modes de vie incompatibles ne seraient pas facilement interchangeables, car le judaïsme est construit autour de caractéristiques comportementales observées des Juifs qui reposent presque certainement sur une base génétique initiale. Pourtant, la grande ironie est que le paradoxe de la parentèle juive tend à désunir les Juifs en les orientant vers l'individualisme. Or, l'individualisme peut être interprété comme une base potentielle de l'universalisme, c'est-à-dire comme un fondement possible de la conversion. Comme un dirigeant spartiate, l'honneur du pharaon égyptien s'exprimait dans la bravoure, dans la volonté de risquer sa vie à la guerre et la volonté de lutter pour la maîtrise sur l'esclavage. Du point de vue des valeurs collectivistes de la honte et de l'honneur, la vie de l'esclave est virtuellement la définition d'une vie honteuse. Ces Hébreux qui choisirent la mort plutôt que le déshonneur de l'esclavage étaient par définition retirés du pool reproductif de la population. L'esclave, alors, est une sorte de survivant. L'esclave choisit la vie, l'esclave est esclave de la peur de la mort. La peur de la mort de l'esclave fournissait une fondation sociobiologique pour une valorisation universelle de la vie pour une ancienne nation esclave. C'est la matière humaine brute avec laquelle Moïse devait travailler, quoi. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, Zéro politiquement correct. vous comprenez ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, en fait, les Juifs qui ont choisi de survivre ne peuvent pas avoir ces valeurs qu'incarnent les Spartiates, précisément parce qu'il y a une pression de sélection où ceux qui les avaient ont préféré mourir, quoi. Donc il dit on aboutit à un peuple d'esclaves parce que c'est ceux qui ont préféré la survie dans toutes conditions plutôt que la mort, quoi. Et donc il dit Moïse aboutit à un peuple où il doit lui donner des lois, mais il doit faire avec la matière humaine qu'il y a, quoi. C'est pas la matière spartiate, quoi. Donc, Et ce peuple génère des morales, des éléments moraux universalistes qui vont lui-même le dissoudre plus tard. Donc au final, ça s'arrête jamais, quoi. La sélection ne s'arrête jamais, quoi. Alors, ce que je trouve intéressant ici, quoi, c'est que ce qu'on a mis en avant sur la notion de vérité, qui est liée à une époque, à une culture, c'est même lié à une classe. Donc ici, on a les Juifs, donc qui appartiennent à leur époque, à leur culture propre, et qui appartiennent à une classe au sein de la société,
Et donc, ce que nous dit Nietzsche, ou ce que dit Eastman ici, c'est qu'ils vont développer une conception de la vérité qui est forcément liée à cela, quoi. Et c'est ça, en fait, l'aspect où pourquoi Nietzsche refuse l'idée d'une vérité universelle, c'est qu'il voit que ce qu'on va définir comme la vérité dépend de cela, et que cette idée de vérité universelle, et donc d'un Dieu tout-puissant, est née de cette catégorie de personnes, parce qu'ils avaient besoin de trouver une raison de se voir supérieur aux autres, à ceux qui nous dominaient, quoi. C'est vachement intéressant cette histoire de sélection en fait. Enfin, que parmi les juifs qui avaient un esprit spartiate, en fait, bah, mécaniquement, ils sont morts. Ils choisissaient la mort volontairement, quoi. Et du coup, il y avait une sélection. Ça me fait penser à, comment il s'appelle, à Galton, qui fait une interview dans le Jewish Chronicle. Donc, en fait, il est interviewé par des journalistes juifs. Et lui, il avait déjà l'intuition que les juifs avaient un quotient intellectuel très élevé. Enfin, en tout cas, des capacités cognitives très élevées, parce qu'il n'y avait pas encore Spearman pour faire le QI. Et les juifs lui disent: «Oui, vous pensez que c'est dû à quoi?» Il dit: «Ah bah, moi je pense que c'est c'est l'oppression antisémite qui se sont pris et ça a fait une sélection, ils sont devenus très intelligents grâce à ça.» Et le journaliste, il fait: «Attends, mais vous êtes en train de dire que c'est bien ce qui nous est arrivé?» Et lui, il fait: «Bah, je suis pas là pour dire que si c'est bien ou mal, juste, ça a fait des gens intelligents, quoi.» Et ça rejoint la fameuse phrase de Nick Land, les forges de l'enfer, toute chose de valeur a été forgée en enfer. Ouais, Et donc exact. l'intelligence des Juifs, elle est due à l'oppression et aux oppressions successives qu'ils ont eues, notamment en Europe de l'Est, parce qu'il y a une grosse différence entre les Ashkénazes et les Séfarades. Et me semble-t-il, les Ashkénazes ont été plus opprimés que les Séfarades, justement, en plus, comme par hasard. Voilà. Et donc, on peut comprendre pourquoi Nietzsche pense de cette façon. Le fait qu'une personne appartienne toujours à son époque, à son peuple, à sa classe. Et on peut comprendre pourquoi il va en arriver à créer Zarathustra. En gros, il y a tout ce mouvement romantique, justement, en Allemagne à cette époque. Parce qu'une fois qu'ils ont compris ça, ils se disent: mais si on peut que se comprendre nous-mêmes, donc si les deux meilleures sources de connaissances sont la méthode scientifique et l'histoire, en gros, et que ce sens ne peut être valide que pour une culture, alors ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle mythologie, quoi. C'est comme ça qu'on va avoir Wagner, on va avoir Fichte, qui vont créer des compositions, de l'art qui s'appuient sur ces mythes nordiques. Même si après Wagner va basculer dans le christianisme, Nietzsche lui en tiendra rigueur, et parce que Nietzsche va être tenté à un moment par ce romantisme, il va le rejeter après, et il va créer Zarathustra, parce qu'il comprend que, en fait, ces nouvelles façons de connaître, donc la méthode scientifique, l'histoire, détruiront forcément ces aspects païens aussi. Donc ça détruit le christianisme, mais le paganisme est une voie de garage aussi, quoi. Mais- Revenir au paganisme ne tiendra pas non plus, quoi. Il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'était quoi le projet des romantiques avec leur nouvelle mythologie? C'était de faire une culture suffisamment grosse pour réagréger les Allemands et aller de l'avant? C'était ça l'idée? Alors, je sais pas ce qu'ils veulent en termes politiques ici. Fichte, en l'occurrence, lui, c'était effectivement de rassembler la nation allemande. Il y a ce discours à la nation allemande qui est célèbre. D'accord. Mais de façon générale, les romantiques, eux, ça vient de cette façon de penser où il y a un retour vers le peuple. Ils disent: mais on appartient à une culture, seuls nous pouvons nous comprendre. Donc, ils veulent revenir à leurs fondamentaux et à ce que eux ont produit et que eux seuls peuvent comprendre. Il y a aussi toute une branche dont Nietzsche fait partie où ils se sentent un peu comme les vrais héritiers des Grecs, non pas les descendants, mais les héritiers, à cause des particularités du langage allemand, quoi. Il y a toute cette partie qui va vraiment revenir à son aspect allemand. Donc Nietzsche, lui, comprend que c'est pas possible, en fait, que même cette façon d'aborder le mythe sera détruit par la méthode scientifique et par l'histoire. Et c'est comme ça qu'il arrive à proposer Ainsi parlait Zarathustra, qui est un nouveau mythe
qu'il voit adapté pour les siècles à venir, et pas que pour les Allemands. Il s'adresse aux Européens. Donc, Nietzsche a sûrement remarqué que quand il a commencé à écrire, il avait beaucoup de lecteurs européens, pas seulement allemands. Donc je pense que ça lui a permis de remettre un peu en question aussi l'idée de pure culture où on peut se comprendre qu'entre Allemands, on ne peut pas se comprendre au-delà des cultures. Lui, il voit qu'il y a des lecteurs européens. Par exemple, il y a un mec comme George Brandes, quoi, qui est un Danois, qui est un des premiers à avoir suivi Nietzsche, à l'avoir vraiment compris. Donc il voit bien qu'il y a des gens qui le comprennent. Il est élu par Taine en France, et qui ne parlent pas sa langue, mais qui comprennent ce qu'il veut dire. Donc il voit qu'il y a quelque chose qui peut être fait, sûrement au-deldelà de langue, et lui, son but, c'est d'avoir une grande Europe, pour le coup, quoi. C'est un projet européen et pas pan-germaniste. Mais historiquement, on sait ce que son mythe a donné. Donc même s'il avait une vision un peu différente, au final, son mythe du surhomme a été repris par les nazis, qui, eux, donc, évidemment que Nietzsche était une de leur influence, mais pas seulement. Il y avait beaucoup c'est un mouvement pan-germaniste en soi, et il y avait beaucoup de gens qui étaient plus romantiques, donc plus ancrés dans les mythes allemands, qui n'étaient pas des Nietzschéens complets, quoi. Bah, tu le dis toi-même, Nietzsche, il était plutôt pan-européen, alors on va dire ça. Et eux, ils étaient pan-germanistes. Donc déjà, il y a une rupture fondamentale dans la vision, dans les deux visions, quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'en plus, leur propagande, ils ont été obligés de faire des contorsions idéologiques de dingo, notamment sur les idées grecques, parce qu'eux partaient du principe que le cerveau allemand, voilà, pouvait appréhender des idées allemandes. Et il fait, bah d'accord, mais les idées grecques, c'est bien quand même. Il fait, oui, bah c'est parce que les Grecs étaient d'ancestralité allemande aussi, c'est pour ça qu'on se comprend et tout. C'était obligé de faire des contorsions idéologiques folles, tu vois, pour faire tout rentrer dans la case, quoi. Ah, c'est ça. Et donc, C'est le l'ironie problème Vas-y, d'écrire des trucs compliqués avec des aphorismes, etc. C'est que tout le monde peut pas comprendre. Et donc, bon, bah, si on veut tordre ton texte pour te faire dire n'importe quoi, bon, bah, ça marche aussi, quoi. ouais, et puis sa sœur n'a pas aidé, mais bon, c'est un peu le mal nietzschéen, quoi. Mais ouais, l'ironie de l'histoire, en gros, c'est ça, quoi. C'est que il voulait créer du sens afin qu'on ne tombe pas dans le nihilisme, mais en fait, il s'est retrouvé à servir le nihilisme. Je pense que c'était un projet qui était peut-être illusoire. Il y a Spengler qui l'évoque dans le déclin de l'Occident. Et il dit ceci, donc c'est assez court. Il y a une signification très profonde dans le fait que Nietzsche reste parfaitement clair et sûr tant qu'il s'agit de savoir ce qui doit être détruit, transvalué, mais qu'il se perd en nuageuses généralités dès que se pose le pourquoi, la question du but. Sa critique de la décadence est irréfutable, sa doctrine du surhomme est un château de cartes. Donc l'erreur de Nietzsche était peut-être d'imaginer qu'on peut créer le sens. Et c'est peut-être... ils ont peut-être vu ça, du moins Lovecraft et Spengler, comme elle-même une illusion. Genre, si tu adoptes vraiment le point de vue de Nietzsche, tu peux questionner ça. Tu peux dire, mais en fait, parce que tu me proposes ici, même ça, c'est une illusion finalement, quoi. Et donc, eux, quand ils parlent, Lovecraft et Spengler, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avec le nazisme. Mais peut-être qu'ils ont déjà vu avant ça, quoi, que ça pouvait sûrement n'être qu'une illusion s'il n'y a jamais de vérité. Et ils ont pu remettre ça en doute avant cela, quoi. Et au final, si on reconnaît ça comme une simple illusion, et qu'on reconnaît qu'il y a besoin d'une mythologie, qu'est-ce qu'il reste sur la table? Bah, il reste la mythologie absurde de Lovecraft, quoi. Ouais, tout à fait. Après, moi, pour rebondir, moi, je pense qu'il y a peut-être une autre possibilité, et c'est celle qui est notamment mise en avant par Musk. Il y a une vidéo sur cette chaîne où vous voyez Musk parler de ce que je vais vous dire, c'est que ça pourrait être de continuer à augmenter les capacités de compréhension humaine, non pas pour trouver un pourquoi ultime, mais pour mieux cartographier le comment du réel.
C'est notamment ce que Musk a retenu de sa lecture du Guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. Et moi, j'ai personnellement tendance à être attiré par à être en accord avec cette vision des choses, tout en ayant bien à l'esprit que la phrase, la citation du départ de Lovecraft, son avertissement, c'est que cette synthèse, cette augmentation des capacités de compréhension, cette synthèse pourrait nous rendre fous, et parce qu'elle décentrerait notamment radicalement l'être humain. Mais après, sait-on jamais, peut-être que cette augmentation de cette capacité, cette augmentation de la technique peut aussi nous amener à une époque de singularité. Et cette singularité, on revient toujours à la singularité, mais cette singularité pourrait être un anesthésiant et pourrait nous créer une mythologie technologique qui pourrait devenir un nouveau récit centralisateur. Pas forcément bon, mais opératoire. Donc ça donnerait un autre type de mythologie aussi, pour empêcher la panique métaphysique. Et donc la question, là, ce serait plus politique. Est-ce qu'on accepte la centralisation du sens par la machine, ou est-ce qu'on préfère assumer, comme tu disais, Nîmes, une lucidité Lovecraftienne absurde, sur la mythologie absurde Lovecraftienne? Moi, je finirais de mon côté sur quelque chose d'assez simple que je ne vais pas développer. Donc, comme je disais, en fait, il y aurait beaucoup, beaucoup plus à dire. Et je pense qu'on fera des émissions avec Lino que je réserverai aux mécènes, parce qu'il faut bien que je leur fasse des cadeaux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tip aussi. Donc, les mécènes, c'est ceux qui typent régulièrement, tous les mois, à 5 € minimum, quoi. Je pense que je leur ferai des émissions pour eux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais moi, ce quoi je conclurai, c'est que je ne suis pas en train de dire que Lovecraft est la seule voie. En fait, je crois même pas que ce soit la seule voie. J'oppose souvent Lovecraft à Tolkien. Donc, si on parle de sens contre l'absurde, Tolkien lui propose quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Et moi, je suis plus en phase avec Tolkien qu'avec Lovecraft au final, quoi. Mais je garde ça pour d'autres émissions. Parce que les tipeurs le savent bien, au sein de Rage Culture, il y a une guerre entre les Lovecraftiens et les Tolkieniens, les Tolkiens, on va dire ça comme ça. Et donc, ça serait quelque part la dualité entre l'absurde et le sens, quoi. Et donc, ce que vous propose Nîmes dans les prochaines émissions, ça serait, là, on a exploré l'absurde, notamment l'absurde cosmique, ce serait plutôt d'explorer le sens. Et je crois pas que ce soit en désaccord avec Nietzsche pour autant. Je pense qu'il y a d'autres lectures de Nietzsche qui peuvent être faites, qui peuvent aussi mener à Tolkien, quoi. Donc là, on s'achemine doucement vers la conclusion. Vous voulez donc, Jean, Anto, vous voulez faire vos... Bon, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission, du coup? Écoute, c'était très intéressant. Moi, Lovecraft, j'ai pas énormément participé parce que Lovecraft, je suis pas un spécialiste et comme tu as dit dans l'opposition entre Lovecraft et Tolkien, moi je préfère le sens à l'absurde. Tous ces thèmes-là, c'est un peu déprimant. Je préfère les trucs plus joyeux. Et moi, ma conclusion, c'est que de toute façon, même s'il n'y a pas de sens caché à trouver nulle part, il faut mettre un pied devant l'autre. Et même s'il y a une chance infinitésimale de trouver du sens à un moment donné, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire que mettre un pied devant l'autre, avancer. Et si on ne trouve pas, on ne trouvera pas. Mais peut-être qu'on trouvera. J'aime beaucoup cette conclusion. Je sais pas si j'ai autre chose à dire que je connaissais très peu les auteurs et du coup j'ai appris plein de trucs, donc je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous. Okay. Donc la conclusion, c'est un peu un pari pascalien au final. Ouais, c'est ça. Même si la probabilité est pas très grande, ça vaut le coup. D'ailleurs, il y a une fameuse phrase de Pascal aussi, ça me fait penser un peu à tout ce qu'on a dit, quand il parle des infinités des étoiles et ce vide, et ce
comment dire, j'ai plus la phrase en tête, mais qui sont silencieuses et dans leur infinité, que ça l'effraie, enfin que ça le fascine. Ça rejoint un peu le sujet. Dans le même style, on pourrait faire référence à Musk qui avait fait un tweet où il parlait des lois de la thermodynamique de façon humoristique, où il disait les trois lois de la thermodynamique, en gros, c'est t'es obligé de jouer, tu peux pas partir et tu peux pas gagner, quoi. Ou un truc comme ça. Je sais pas, là, je dis à chaud, donc je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais en gros, c'était ça, quoi. Et ça résume un petit peu l'aspect tragique aussi qu'on retrouve chez ces auteurs, quoi. C'est que on est condamné, de toute façon, une fois que t'es né, t'es condamné à faire ça. Ce que je mettais en avant avec Silène au début, quoi. Et c'est peut-être pas si utile que ça de trop se poser de questions. Et ouais. Et donc, ouais. Vive la tragédie humaine et joyeux Noël. Voilà. Joyeux Noël. On va conclure Joyeux Noël à là-dessus. tous. Joyeux Noël, les gars. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de liker et partager l'émission et de tiper pour Rage Culture. À bientôt. Prochaine émission dans à peu près un mois. Ça sera la 3e. Allez, ciao. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut.